On va essayer simplement, non pas d'apporter des informations, mais de donner des directions de réflexion sur quelque chose qui est, bon, sur des aspects qui sont en général négligés. Le premier aspect, c'est l'aspect démocratique. OGM sous contrôle, mais moi je dis ici, ils sont sous contrôle, ils sont même totalement sous contrôle des multinationales. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est-à-dire qu'ils ont contrôlé le langage acceptable pour parler de leurs produits. Le langage acceptable, c'est le langage technique. Et vous n'avez pas le droit de vous exprimer autrement. À la limite, en public, on vous accordera ce droit parce qu'on ne va pas vous mettre en prison, mais vous serez considéré comme un demeuré. Si vous dites, par exemple, bah écoutez, votre truc, moi j'ai absolument pas confiance parce que vous êtes en train de tripatouiller quelque chose qui est beaucoup trop complexe pour votre petite tête, ce qui est quand même un argument qui me semble être raisonnable, eh bien, on ne vous prendra pas au sérieux. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas le droit dans la société d'exprimer votre réelle position et vos réelles motivations pour ce refus massif. Je crois que c'est la raison la plus profonde et la plus répandue, c'est celle-là, c'est que les gens n'ont absolument pas confiance dans ce tripatouillage de la vie. Il faut comprendre une chose, quand on a lancé les OGM, la connaissance en biologie était inférieure à ce qu'on a produit par la suite. À l'époque, il disait déjà qu'il contrôlait tout. Donc il est bien manifeste maintenant, et ceci devrait être une constatation scientifique, que cette affirmation au départ, lorsqu'on a mis sur le marché les premiers OGM, était manifestement fausse. Et on devra en tenir compte. Vous voyez qu'on est loin de savoir quels sont les impacts sur la santé et l'environnement de telle séquence dans telle plante. Or, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit vous devez parler de ça et de rien d'autre. Du coup, ceux qui s'opposent aux OGM se laissent faire, hélas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris, qu'ils devaient d'abord réclamer le droit à la parole, leur parole à eux, et ils empruntent un vocabulaire scientifique qui n'est pas le leur, et bien entendu, ils se font écrabouiller par celui qui connaît. Il en est de même du politique. Alors le politique a comme réponse de s'en remettre à l'expert, en disant, écoutez, décidez à ma place, d'abord comme ça je prendrai moins de coups. Donc on ouvre la porte à une technocratie, et c'est très grave, parce qu'on est inondé maintenant de techniques et d'objets technologiques pour lesquels on n'a plus d'accès direct, et pour lesquels on est obligé de passer par l'intermédiaire, soit d'un expert, c'est généralement le cas, soit des veilles citoyennes d'information, comme nous sommes en train d'essayer de les monter, soit Stop OGM, Info OGM, les veilles nano, etc. Mais qui sont également des simplifications d'une même parole scientifique ou technique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de science, hein, c'est de la technique. Et puis ce citoyen qui a profondément envie de dire quelque chose, je dis profondément envie de dire quelque chose, parce que quand on voit les gens partir aller faucher les gens d'OGM, c'est pas comme ça. Je veux dire, c'est un engagement très fort. Ils prennent des risques, ça veut dire quelque chose d'extrêmement fort. Et puis on lui dit, bah, vous devez parler une langue qui n'est pas la vôtre, cela provoque une frustration. Et on a beaucoup de chance que le mouvement, notamment des faucheurs, soit parti du mouvement non violent. Parce que c'est ce qui a évité, je pense, une dérive violente. Parce qu'une frustration comme ça, de cette importance au niveau sociétal, débouche nécessairement sur des réactions violentes si elles ne sont pas contrées. Donc je pense que vraiment, moi, les semenciers devraient vraiment remercier les faucheurs, parce que sinon, ils auraient pris des grosses claques. Voilà, donc problème vraiment essentiel de démocratie sur lequel je passe, hélas, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut d'ailleurs que je mette ma montre. J'ai jusqu'à quelle heure que je sache? Il est 7h15. 30, 40. Bon, d'accord. Et cet aspect-là, il ne faut vraiment pas le négliger, et il faut avoir en tête qu'un des premiers combats
globale, si on ne veut pas tomber en démocratie, en technocratie, c'est se réapproprier notre parole et d'inviter nos amis, les scientifiques, à l'écouter. Je ne suis pas du tout anti-scientifique, comme il a été dit. Moi, j'ai fait 21 ans d'études de sciences et c'est ma passion, donc c'est pas du tout de l'anti-science, mais simplement la science prend une direction qui n'est pas la bonne actuellement. Bon. Alors, il y a un autre domaine qui nous sommes beaucoup plus important que cette évaluation analytique des risques. En effet, on a résumé tout le problème, comme je l'ai dit, à cette analyse des risques, en disant qu'il y a un risque, et on ne parle que de risque, alors que ce n'est pas un risque, c'est une orientation de la société. Et cette orientation de la société peut quand même déplaire à certains. Donc il ne faut pas focaliser au risque, et surtout au risque pour la santé, qui est extrêmement réducteur. Le problème des OGM est bien plus vaste. C'est tout notre devenir qu'il illustre. Et on va essayer de voir une des manières d'aborder ce problème d'une manière globale. Alors, tu m'as mis mon truc, mais là, il n'y a rien. Non, t'as rien à l'écran, par contre, t'as tout derrière toi. Ah, oh là là. Quelle horreur. Bon. Je peux utiliser les flèches là pour descendre. Ça, ouais, c'est là. Ok. Alors, je suis obligé de me retourner. Voilà. Quand on vous parle d'OGM, immédiatement, comme tout le monde, vous vous précipitez sur le thème OGM. On vous parle des nanos, vous vous précipitez sur le terme nano. Alors, pour nous, quand je dis nous, c'est essentiellement le GIET, qui réfléchit beaucoup à toutes ces questions. Pour nous, ce qui importe, ce n'est pas l'expression du système, mais le système lui-même. Or, c'est un même système technoscientifique qui produit un nombre croissant d'expressions, des OGM, d'autres modifications génétiques, des nanotechnologies, la biologie de synthèse, les technologies convergentes, etc. Si nous nous occupons de chacune de ces expressions, déjà, nous ne sommes pas capables de mettre un militant derrière chacune pour la comprendre. Donc déjà, nous avons perdu pour une question de nombre. Et la deuxième chose, il y a des raisons plus profondes pour lesquelles ça ne changera rien si nous continuons de la sorte. En effet, ce que j'avais dit il y a une quinzaine d'années, c'était admettons qu'on arrive à empêcher les OGM dans le monde entier. Tous les OGM dans le monde entier. On sablerait le champagne et on aurait juste sauté une étape technologique. Et c'est tout ce qu'on aurait changé. Et c'est déjà de fait, puisque nous sommes déjà maintenant à autre chose que des OGM dans les laboratoires et même déjà en commercialisation. Alors on va s'intéresser à cette courbe-là, qui curieusement est une courbe démographique, mais parce qu'elle me permet d'affiner cette idée de processus. Cette courbe démographique qui est déjà intéressante en elle-même, et on pourrait y passer un certain nombre de temps, elle nous montre une chose. Vous avez ici la peste noire. La peste noire, 2/3 des individus d'Europe dégagent. Ça fait un gros trou et on se dit, ben voilà, il y a un gros trou et la courbe repart ici. Eh bien non, elle répare le trou monstrueux fait dans la population. Et la courbe repart exactement comme elle était. Ça, c'est très important à comprendre, c'est la résilience de ce processus, c'est-à-dire que ce n'est pas c'est quelque chose qui prend son autonomie, un processus, et qui a une résilience par rapport aux fluctuations aléatoires. On le voit très bien ici, ça ce n'est plus le nombre, c'est le taux de croissance, c'est-à-dire la vitesse de croissance, et vous voyez qu'ici, ça c'est la guerre mondiale, eh bien, vous avez un rebond, hein, moi je suis né là, à ce moment-là, qui fait que bien, même le taux de croissance reprend sa trajectoire normale.
Qu'est-ce que j'ai prévu après? Voilà. Ça, c'est pas complètement inintéressant. Von Förster avait en 1950 calculé l'équation de cette courbe démographique. Vous voyez que là, effectivement, vous avez une exponentielle en haut, ce qui montre quand même cette croissance absolument énorme. Ici, en 2026, quand t vaut 2026, ça vaut 0 ici, ce qui veut dire que vous êtes à l'infini. Vous voyez, quand on nous parle des générations futures, il faut arrêter de nous gonfler, ce n'est pas les générations futures, c'est maintenant que les choses se passent et que les choses se décident pour tout notre avenir. Même si 2026 en soi n'a pas de signification précise, c'est juste vous dire, cette période, c'est maintenant.